À mon mariage, le fils de 7 ans de ma sœur a sauté dans le gâteau à pieds joints. Maman a dit que tu rirais, et qu'ensuite elle m'achèterait un iPhone. A-t-il crié. Ma sœur a applaudi lentement. Tu devrais remercier mon fils. Il a rendu ton mariage ennuyeux mémorable. J'ai souri une seule fois, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai examiné la fiducie familiale et j'ai temporairement suspendu les 3 plans de frais de scolarité. À 19h, ma sœur était bannie du lieu de réception, et un serveur a dit « Je suis resté là, la bouche à moitié ouverte, à regarder le glaçage et la génoise exploser comme des confettis autour de mes talons sur mesure à 550 €. Mon gâteau de mariage, un chef-d'œuvre à la vanille de 3 étages, venait de subir une agression de la part d'un élève de cours préparatoire en chaussettes Spider-Man. La musique s'est arrêtée brutalement. Les gens ont halté. Les téléphones étaient déjà sortis. Et puis sa voix s'est fait entendre lente et moqueuse, fendant le silence comme un couteau à beurre rouillé. Ma sœur, tu devrais remercier mon fils, a-t-elle dit, en applaudissant lentement, imperturbable. Il a rendu ton mariage ennuyeux mémorable. Il y avait du glaçage sur le lustre. Mon mari avait l'air stupéfait, les mains figées au milieu de son toast. Et moi? J'ai souri une seule fois, un sourire discret et pincé. Puis j'ai sorti mon téléphone. Un balayage de face idée, j'ai ouvert l'application de gestion de la fiducie familiale et j'ai suspendu les 3 comptes de scolarité que ma sœur ne savait pas que je contrôlais. C'était à 18h52. À 19h, un agent de sécurité l'a raccompagnée gentiment hors de la salle pendant qu'elle hurlait à propos de la loyauté familiale. Et à 19h03, un serveur s'est approché de moi, une oreillette à l'oreille et un plateau à la main. « Madame » a-t-il dit. L'avocat est en ligne, également. On dit que les mariages révèlent le meilleur et le pire dans les familles. Je ne m'attendais pas à ce que le mien offre une démonstration en direct des deux au cours des 90 premières minutes. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Chloé. J'ai 33 ans, je suis analyste financière avec un travail très ennuyeux et, apparemment, un mariage très ennuyeux. Selon ma sœur, Sophie. Elle a 35 ans, elle est mère à plein temps, diseuse de vérité sur Instagram à temps partiel, et elle a passé sa vie à toujours chercher à être sous les feux de la rampe. Nous avons des tensions depuis des années, depuis le lycée si je suis honnête. Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle utiliserait mon mariage comme terrain d'entraînement au trampoline pour son enfant. Sophie a toujours eu le don de tout transformer en spectacle. À la fête de départ en retraite de maman, elle a annoncé qu'elle allait enfin devenir professeure de yoga, juste au moment où maman coupait le gâteau. À ma remise de diplôme, elle portait une robe blanche. Oui, à la remise de diplôme de quelqu'un d'autre, et elle a posé pour plus de photos que moi. Mais je m'égare. Voyez-vous, j'aide Sophie financièrement depuis plus de 5 ans. Après son divorce, je suis intervenu discrètement, j'ai payé son loyer pendant 6 mois, j'ai acheté un ordinateur portable à son fils pour l'école à distance, et j'ai même couvert une intervention dentaire quand elle n'avait pas d'assurance, tout cela sans le crier sur les toits. Je ne l'ai pas fait pour la reconnaissance. Je l'ai fait parce que c'était ma sœur. Parce qu'elle disait, tu es celle qui a toujours tout sous contrôle. Elle le disait comme si c'était un compliment. Ça n'en était pas un. C'était une permission. Une permission de me refiler chaque facture impayée, chaque crise émotionnelle, chaque cadeau d'anniversaire oublié sans aucune conséquence. Et je l'ai accepté. Je l'ai absorbé. Je suis devenu l'éponge financière qui lui donnait l'audace de prendre des risques. Elle n'a jamais eu à calculer. Mais ce mariage était censé être ma limite à ne pas franchir. Une journée qui m'était consacrée. Quand mon fiancé, Thomas, m'a demandé en mariage l'automne dernier, nous nous sommes mis d'accord sur quelque chose de simple mais élégant. Nous n'inviterions que 80 personnes, principalement des amis proches et quelques membres de la famille. Mes parents étaient ravis. Ses parents ont payé pour le lieu de réception. Je me suis occupé du reste discrètement, y compris les plans de scolarité pour mes neveux, 3 d'entre eux, dont l'un venait de s'envoler dans 2200 € de crème au beurre à la vanille. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs plus tôt. 2 semaines avant le mariage, Sophie a demandé si ses enfants pouvaient aider avec quelque chose de mignon à la réception. J'ai suggéré de distribuer les programmes. Elle a suggéré une introduction en danse TikTok pour que ça devienne viral. J'ai ri. Elle non. Puis il y a eu le drame de la robe de la demoiselle d'honneur.
Ma nièce de 6 ans avait une magnifique robe en tulle rose poudrée choisie par la sœur de Thomas. Sophie m'a envoyé par texto une photo d'une monstruosité à paillettes d'un site de mode éphémère en disant « ça lui ressemble plus. Elle a besoin de briller ». Quand j'ai refusé, elle m'a accusé d'étouffer l'individualité de sa fille. Thomas a dit « laisse tomber. Ce n'est qu'une robe ». J'ai laissé tomber. Erreur. Au dîner de répétition, elle m'a coincé pendant le dessert et m'a dit « ne t'attends pas à ce que tes nièces et neveux se comportent comme de petits robots demain. Les enfants devraient être libres. Tout ne doit pas être parfait comme tu le veux. » Ce « parfait » dégoulinait de dédain. Elle donnait l'impression qu'être préparé, responsable et financièrement stable était un défaut de caractère. Pourtant, j'ai souri, parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Et ce sourire, ce silence, est exactement ce qui a permis ce qui s'est passé ensuite. Juste après le dîner, j'ai surpris son fils, Léo, en train de piquer du glaçage avec ses doigts sur le gâteau dans le réfrigérateur de présentation. Je lui ai gentiment dit d'arrêter, en lui essuyant les mains avec une serviette. C'est un gâteau spécial, mon grand. Nous devons attendre jusqu'à demain. Il a gloussé et a dit, mais maman a dit que je pouvais le toucher. Elle a dit que c'est juste de la nourriture. Encore une fois, j'ai laissé tomber. J'ai tout laissé tomber jusqu'à ce que je ne le fasse plus. Le jour du mariage, tout s'est bien passé jusqu'à la réception. Thomas et moi venions de terminer notre première danse. Je venais d'embrasser mon mari. Pour la première fois en tant que femme mariée quand j'ai entendu le cri perçant, suivi de halètements, de rire et d'un plouf. Léo, dans son petit costume, avait sauté sur la table et plongé les 2 pieds dans le gâteau comme si c'était un château gonflable. Et quand quelqu'un l'a sorti de là, quand ses chaussettes étaient trempées de glaçage et ses mains couvertes de rose en sucre bleu, il a crié haut et fort, « Maman a dit que tu rirais, et qu'ensuite elle m'achèterait un iPhone. » Laissez-vous imprégner de ça. Non seulement c'était délibéré, mais c'était encouragé. Alors que les invités restaient figés, ne sachant pas s'il fallait halter, rire ou sortir leur téléphone, Sophie a applaudi. Littéralement. Elle était là, dans sa robe à paillettes, et elle a applaudi lentement. « Tu devrais remercier mon fils », a-t-elle dit avec un sourire narquois. « Il a rendu ton mariage ennuyeux mémorable. » C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est immobilisé. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste la faim. Fini de prétendre qu'elle avait de bonnes intentions. Fini de me dire qu'elle ne savait pas mieux. Fini d'accepter qu'être de la même famille signifiait endurer l'humiliation publique avec un sourire forcé. Je me suis retourné, j'ai marché jusqu'à mon sac à main sur la table des cadeaux, j'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le portail de la fiducie familiale et j'ai suspendu les 3 plans de scolarité que je gérais en secret, ceux que j'avais créés à mon nom avec mon argent, le même argent qui avait payé l'orthophonie de son fils l'année dernière, le même compte sur lequel elle ne m'avait jamais posé de questions parce qu'elle supposait qu'il serait toujours là. Je n'ai pas dit un mot. Pas encore. Quand le directeur du lieu a demandé si je voulais engager des poursuites judiciaires pour dommages matériels, j'ai dit non. Je ne voulais pas impliquer un enfant, mais je voulais que Sophie parte. J'ai donc discrètement demandé au coordinateur de l'événement de faire escorter Sophie et ses enfants hors des lieux par la sécurité. Elle n'est pas partie discrètement, bien sûr. Sérieusement? Tu me mets dehors à cause d'un gâteau? Mon Dieu, Chloé, tu exagères toujours. Les gens la fixaient. La tante de Thomas avait l'air horrifiée. Son cousin adolescent a marmonné, c'est tellement embarrassant. Sophie a hurlé alors qu'on la conduisait vers le parking, cette famille est si froide. Vous êtes des gens qui se croient meilleurs que tout le monde. Je l'ai regardée depuis la fenêtre de la salle de bal alors qu'elle se dirigeait d'un pas lourd vers son véhicule utilitaire sport. Son fils la suivait en sanglotant non pas de culpabilité, mais parce qu'il n'avait pas eu l'iPhone. Je suis resté immobile, simplement en respirant. Les retombées ont commencé avant que le disque jockey ne puisse lancer la chanson suivante. Au début, il y a eu ce silence étrange et stupéfait, comme si la salle n'avait pas encore décidé si cela allait devenir une tragédie familiale ou un moment viral sur TikTok. Les gens chuchotaient. Le témoin de Thomas s'est penché et a demandé, « C'était prévu ?» J'ai simplement secoué la tête. Puis ma tante, qui a toujours été un peu trop friande de son pinot noir, a marmonné assez fort, « Eh bien, cet enfant aurait peut-être besoin de plus de discipline. » J'ai essayé de rester calme, j'ai souri aux invités,
j'ai serré Thomas dans mes bras et j'ai accepté les compliments des gens qui essayaient de faire comme s'ils n'avaient pas vu un gâteau de mariage entier être détruit par un enfant de 7 ans possédé par le sucre. Et puis mon téléphone a vibré 3 fois. Tout venait de Sophie. Sophie, 18h58, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sophie, 19h, réactive les comptes ou je te jure devant Dieu, Chloé. Ce dernier texto, celui sur les comptes, m'a tout dit. Elle savait. À un moment donné, elle avait dû le découvrir. Peut-être avait-elle vu les relevés de retrait quand j'avais payé le soutien scolaire de Léo. Peut-être que maman avait laissé échapper l'information. Quoi qu'il en soit, elle savait ce que j'avais fait pour ses enfants. Et maintenant, dans sa logique tordue, elle pensait avoir un moyen de pression. Alors, je l'ai appelée. Je suis sorti sur le patio en pierre. Le ciel était lavande. Ma robe sentait encore les fleurs et le fondant. J'ai appuyé sur son nom à l'écran et j'ai attendu. Elle a répondu instantanément. Je n'arrive pas à te croire, a-t-elle sifflé, en omettant le « bonjour ». C'est ta famille. Tu vas sérieusement saboter l'éducation de ton neveu pour un stupide gâteau? Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. Tu as soudoyé ton fils pour qu'il vandalise mon mariage. C'est un enfant, Chloé. Il ne comprend pas les limites comme toi. Il voulait juste s'amuser. C'est ça, ai-je dit calmement. Et tu lui as dit que je rirais, puis tu lui as promis un iPhone. C'était amusant, ça aussi? Elle est restée silencieuse, alors j'ai continué. Tu reçois de l'aide de ma part depuis des années. Discrètement, sans poser de questions. Tu avais besoin de payer le loyer? Je l'ai payé. Tu avais besoin de courses? J'ai envoyé des cartes cadeaux. Ton fils avait besoin d'orthophonie? J'ai payé en espèces pour que l'assurance ne le refuse pas. Et pas une seule fois, tu n'as dit merci. Ne déforme pas les choses comme si j'étais la méchante, a-t-elle répliqué sèchement. Tu n'es pas l'héroïne que tu penses être. Tu aimes juste avoir le contrôle. Tu aimes être celle qui est toujours au-dessus, avec tes petits tableurs bien propres et ton attitude de sainte nitouche. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était un cas d'école. Accusez la personne qui vous êtes d'arrogance à la seconde où elle fixe une limite. Tu as utilisé ton fils comme un accessoire, Sophie, et maintenant tu es en colère parce que le soutien habituel est soudainement indisponible. Elle s'est mise à pleurer. Des sanglots bruyants et théâtraux. Sais-tu à quel point c'est difficile d'être une mère célibataire? Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais eu à te battre. Non, j'ai simplement choisi de ne pas créer de difficultés là où il n'y en avait pas besoin. Silence. Puis elle a demandé, plus doucement cette fois, vas-tu vraiment retirer les fonds universitaires des garçons pour ça? J'ai pris une grande inspiration. Je ne retire rien du tout. Je le mets simplement sous un autre nom, un qui ne te récompense pas pour avoir utilisé ton rôle de mère afin d'éviter toute responsabilité. Et puis j'ai raccroché. Quand je suis revenu à l'intérieur, maman m'attendait. Son visage disait tout. Sophie l'avait déjà appelée, et elle était dans ce terrible mode maternel où elle essaie de tout arranger en apaisant les choses avec de la culpabilité et des étreintes forcées. Ma chérie, dit-elle doucement en me touchant le bras. Ce n'est peut-être pas le moment de prendre de grandes décisions. J'ai retiré mon bras. En fait, c'est le moment parfait. Maman a cligné des yeux comme si elle venait de réaliser que quelque chose de plus grand que le gâteau était en train de se produire. C'est ta sœur, a-t-elle murmuré. Elle traverse une période difficile. Elle traverse toujours une période difficile, ai-je lâché, mon calme se fissurant un peu. Et je suis toujours censé couvrir ses arrières. Eh bien, plus maintenant. Mais les enfants? Ils iront bien. Je les protégerai, mais j'ai fini de la protéger des conséquences. Elle m'a regardé comme si je venais de dire quelque chose de blasphématoire, mais je pensais chaque mot. À 20h15, l'avocat a appelé, non pas parce que j'avais besoin d'une action en justice. Je voulais juste que tout soit documenté. Il a confirmé que les 3 fiducies avaient été gelées et seraient réattribuées d'ici lundi à un usage exclusivement éducatif avec une gestion par un tiers. Sophie ne pourrait pas toucher un centime. Les enfants auraient toujours leur avenir, mais elle ne serait plus l'intermédiaire. Et ce n'était pas tout.
J'ai envoyé un courriel poli mais ferme au compte scolaire lié à la fiducie, les informant du changement de contrôle de la tutelle. J'ai mis Sophie en copie cachée. 2 minutes plus tard, un autre texto. Sophie, 20h21, tu essaies sérieusement de détruire ma vie. Pas de réponse. À 21h, Thomas m'a pris la main. Ça va? A-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. Pas parce que j'allais bien, mais parce que pour la première fois de ma vie, j'avais tracé une ligne claire et nette, et je le pensais. Nous avons dansé à nouveau, cette fois plus lentement. Le gâteau avait disparu, mais quelqu'un avait apporté un plateau de mini tiramisus. Les invités se sont ressaisis. Les gens ont ri à nouveau. Quelqu'un a même plaisanté, la meilleure histoire de mariage de tous les temps. Je les ai laissés rire. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait changé, quelque chose de permanent. Je pensais que les répercussions seraient plus bruyantes, plus dramatiques, plus publiques. Mais en réalité, elles sont arrivées par vagues silencieuses. 3 jours après le mariage, ma mère s'est présentée à mon appartement. Pas de texto, pas d'appel. Elle a simplement frappé à la porte, tenant un récipient de soupe comme si nous faisions encore semblant que tout allait bien. Je ne veux pas me disputer, a-t-elle dit. Je veux juste parler. Alors, nous nous sommes assises. Je l'ai laissée parler la première. Elle ne va pas bien, a dit maman. Elle ne dort pas. Elle dit que Léo fait des cauchemars. Elle est dépassée. Elle est toujours dépassée, ai-je dit doucement. Maman a soupiré. Tu as toujours été la plus forte. Je n'ai pas répondu, car cette phrase, tu es la plus forte, est un piège. C'est ce que les gens disent quand ils veulent excuser le comportement de tout le monde tout en vous tenant responsable de tout réparer. Elle dit qu'elle ne pensait pas qu'il sauterait vraiment. Elle pensait qu'il ferait juste un peu de désordre, quelque chose de petit. J'ai incliné la tête. Elle a ordonné à son enfant de détruire quelque chose qui ne lui appartenait pas, puis elle est restée là à se moquer de moi quand c'est arrivé. Elle l'a planifié. Elle a fait monter les enchères. Ce n'est pas une erreur. C'est intentionnel. Maman a baissé les yeux. Ses mains tremblaient. Je ne veux tout simplement pas que la famille soit brisée. J'ai finalement prononcé les mots que je portais en moi depuis des années. Maman, la famille est brisée. C'est juste que personne n'a jamais voulu l'admettre. Je lui ai tout raconté. Les plans de scolarité, les factures de dentiste, le loyer que j'ai payé, tout ce que j'avais porté sur mes épaules, et le peu que j'avais jamais demandé en retour. Elle a pleuré. De vraies larmes. Je pense que c'était la première fois qu'elle réalisait à quel point on m'avait mis de poids sur les épaules pendant que Sophie naviguait sur le chaos. Et puis elle a posé la question à laquelle je n'étais pas prête. Vas-tu couper complètement les ponts avec les enfants? J'ai secoué la tête. Non. J'ai déjà réattribué les comptes. Ils sont toujours financés, mais Sophie n'y aura pas accès. C'est fini pour elle. Au cours des semaines suivantes, le silence de ma sœur fut assourdissant. Pas d'excuses, pas d'explications, juste des publications passives-agressives sur Instagram à propos de « parents qui ne semblent pas authentiques » et de « personnes qui ont du mal avec les fortes personnalités ». Elle m'a retiré de ses amis sur toutes les plateformes. Je m'en fichais. Thomas et moi avons pris notre mini-lune de miel, juste une retraite tranquille de 3 jours dans un chalet au bord d'un lac. Pas de chaos, juste la paix. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de porter la crise de quelqu'un d'autre dans ma poche arrière. J'ai commencé à mieux dormir. J'ai rattrapé ma lecture. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les 10 minutes en attendant un drame. 2 mois plus tard, j'ai reçu un courriel de l'école de Léo. Il me remerciait d'avoir confirmé les informations mises à jour du dépositaire financier. En pièce jointe, il y avait un dessin qu'il avait fait pour Tati Chloé. Au crayon et au feutre, un grand cœur avec des bonshommes allumettes se tenant la main. L'un était étiqueté « moi », l'autre « toi ». Je l'ai fixé pendant 10 minutes avant de pleurer. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça me rappelait pourquoi j'avais fait tout ça en premier lieu. Pas pour Sophie, pas pour le crédit pour eux, pour les enfants. Vers le 3e mois, les choses ont commencé à changer. Mon jeune cousin m'a envoyé un texto à l'improviste, « Je viens d'apprendre ce qui s'est passé à ton mariage. » Il a fallu du courage.
Respect. Une des anciennes amies de Sophie, que je connaissais à peine, m'a envoyé un message sur LinkedIn, honnêtement, bien joué. Et puis, étonnamment, mon beau-frère, son ex, m'a contacté. Il m'a demandé si nous pouvions nous voir pour un café. Il m'a dit qu'il l'avait vu venir depuis des années, que Sophie s'attendait toujours à ce que quelqu'un d'autre ramasse les morceaux. Elle pense qu'être mère lui donne un laissez-passer pour tout, a-t-il dit. Mais être parent n'excuse pas le fait d'être un tyran. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Il a proposé de prendre plus de temps de garde si l'école avait des inquiétudes, a dit qu'il soutiendrait tout ce que je ferais pour les enfants, même si cela signifiait contourner complètement Sophie. C'était comme un petit changement silencieux dans le cours des choses. La confirmation finale est venue à Noël. Nous l'avons organisé chez les parents de Thomas. Et pour la toute première fois, je n'ai pas eu à expliquer la crise de quelqu'un. Je n'ai pas eu à couvrir une facture. Je n'ai pas eu à arbitrer une dispute à grands cris ou à murmurer des excuses dans un verre de vin. À la place, j'ai passé les pommes de terre. J'ai ri aux blagues. J'ai tenu la main de Thomas sous la table, et quand quelqu'un a demandé, « Alors, quel est ton meilleur souvenir du mariage ?» J'ai souri. Le moment où le gâteau a explosé, ai-je dit. Parce qu'après ça, tout a finalement pris son sens. Ils ont ri. Mais je ne plaisantais pas. Cet enfant couvert de glaçage m'a donné la dernière impulsion dont j'avais besoin pour me libérer. C'est étrange ce dont on se souvient quand le bruit s'estompe enfin. Pas le gâteau écrasé, pas les cris, pas même l'appel de l'avocat. Ce dont je me souviens le plus maintenant, c'est le silence qui a suivi. Pas le genre de silence vide, le genre paisible. Pour la première fois depuis des années, ma vie me semble à nouveau mienne, pas louée par versements émotionnels à une sœur qui n'appelait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Et peut-être la plus grande surprise. Je ne me sens pas coupable. Je pensais que ce serait le cas. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, la culpabilité était ancrée dans mes os, comme si je devais quelque chose à ma famille pour être la personne capable, celle qui ne causait pas de problème, celle qui répondait toujours au téléphone. Mais maintenant je vois clair. Ils ne me demandaient pas de l'aide. Ils s'attendaient à ce que je disparaisse dans le désordre des autres. C'est fini. Je pense toujours à Léo et à ses frères. J'envoie toujours des cadeaux de Noël discrètement. Sans adresse de retour. Je reçois de petites notes au crayon tous les quelques mois, transmises par les enseignants ou les conseillers scolaires. Je les garde toutes. Non pas parce que j'ai besoin de reconnaissance, mais parce que cela me rappelle qu'il y a encore quelque chose de bon qui est sorti de tout ça. Ils méritent mieux que de grandir en apprenant que la manipulation est normale, que l'amour signifie se plier jusqu'à se briser. Et je ne peux pas leur donner une nouvelle mère, mais je peux leur offrir un filet de sécurité discret, enveloppé de limites. C'est suffisant. Quant à Sophie, nous ne nous sommes pas parlé. Elle a essayé une fois. Elle m'a envoyé un courriel de 3 lignes vers la fête des mères, « J'espère que tu es heureuse. Tu as retourné toute ma famille contre moi. Félicitations. » Je n'ai pas répondu. Que peut-on dire à quelqu'un qui pense que les conséquences sont de la cruauté? Laissez-la penser ce qu'elle veut. J'ai passé trop de temps à construire la paix pour lui laisser à nouveau louer de l'espace dans ma tête. Thomas a été mon encre à travers tout cela. Nous rions maintenant, parfois de manière sombre, de l'incident du gâteau. Il appelle ça notre « baptême par le glaçage ». L'histoire est devenue une légende dans notre groupe d'amis. Avant, je grimaçais quand les gens en parlaient. Maintenant, je m'y intéresse, car ce moment sauvage, humiliant, désordonné m'a libéré. C'est drôle comme les catastrophes font parfois cela. La semaine dernière, j'ai déjeuné avec mon père. Il n'est pas très bavard. Il ne l'a jamais été. Mais il a dit quelque chose entre 2 bouchées de son sandwich qui m'a marqué. J'étais fier de toi, tu sais, pour la façon dont tu as géré la situation. Tu n'as pas perdu ton sang-froid. Tu n'as pas crié. Tu as simplement agi. C'était tout le compliment. C'est comme ça qu'il est. Mais je m'y suis accroché comme à de l'or. Je ne porte plus de rage en moi. Pas envers Sophie. Pas envers ma mère pour l'avoir soutenue. Pas même envers mon moi plus jeune qui pensait que le silence était de l'amour. Je ne leur dois tout simplement rien. Je ne leur dois pas l'accès à mon temps, à mon portefeuille ou à mon pardon.
Le pardon se mérite. La confiance aussi. Et je suis finalement en paix avec le fait de m'éloigner des gens qui exigent les deux sans n'offrir ni l'un ni l'autre. Voici ce que je sais maintenant. Vous avez le droit de dire non, même à la famille. Vous avez le droit de cesser d'être le réparateur de la famille. Vous avez le droit de garder l'argent que vous avez gagné, le temps que vous avez protégé et l'énergie que vous donniez gratuitement. Vous avez le droit de poser délicatement le gâteau, de quitter la fête et de ne jamais regarder en arrière. Et s'ils disent que vous êtes froide, ou dramatique, ou égoïste, laissez-les faire. Parce que parfois, être égoïste est la chose la plus généreuse que vous puissiez faire pour vous-même. La nuit avant de soumettre les documents de réaffectation de la fiducie, je suis retourné ouvrir un des documents que j'avais écrit des mois plus tôt, un tableur qui détaillait chaque dépense que j'avais payée au nom de Sophie. J'avais nommé le fichier « Aide familiale juste temporaire.xlsx ». J'ai changé le nom cette nuit-là. Maintenant, il s'appelle « Final » et je ne l'ai pas ouvert depuis.